Hey, salut, c'est Max. J'ai vraiment du mal à répondre lorsque l'on me demande quel est mon personnage de comics préféré, entre Raph des Tortues Ninja, Hellboy, Judge Dredd, Swamp Thing, etc. Cependant, je crois devoir admettre que Batman est potentiellement celui qui trône en haut du classement. Détective de génie, combattant pluridisciplinaire hors pair, à la condition mentale quasiment surhumaine, au physique de dieu grec, riche et possédant un costume des plus charismatiques, en plus d'un équipement de très haute technologie, il est vrai qu'il est difficile de rivaliser avec lui. Et si ce n'était pas assez, il est aussi le super-héros qui dispose du plus grand nombre de produits dérivés, tels que des films, des jeux vidéo, des jouets et compagnie. C'est pourquoi il réussit à prendre une place un peu plus importante que les autres personnages cités un peu plus tôt, qui n'ont pour la plupart pas le quart du Chevalier Noir de Gotham en termes d'œuvres culturelles. C'est aussi la raison pour laquelle Batman est très certainement le personnage de comics préféré dans le monde, quelques pas devant Superman, Spider-Man, Wolverine et compagnie. C'est tout naturellement qu'il fait aussi partie des héros ayant le plus de crossover à son actif, et cela dépassant largement le cadre interne de chez DC Comics. La liste est longue comme le bras de Plastic Man, mais voici une petite liste non exhaustive bien évidemment de ses collaborations. Spider-Man, Daredevil, Hulk, le Punisher, Captain America, Judge Dredd, Hellboy, les Tortues Ninja, The Darkness, The Max, Scooby-Doo, Alien, Predator, et aussi et surtout celui qui nous intéresse aujourd'hui, Spawn. En effet, dans ce comics, vous allez voir que Batman n'est vraiment pas le batarang le plus aiguisé de la Batcave. Alors préparez-vous à l'enfer avec le récit Spawn Batman qui nous offre le Dark Knight le plus stupide que j'ai pu lire. Todd McFarlane est une rockstar de l'industrie des comics depuis la fin des années 80. Il a commencé chez Marvel avec la série Coyote, sur laquelle il dessinait les backups, c'est-à-dire les histoires plus secondaires et plus courtes qui se trouvent à la fin des issues. Il est ensuite devenu un artiste plus régulier chez DC pour Infinity Inc., puis Batman, puis l'Incroyable Hulk, avant d'être engagé pour dessiner la série The Amazing Spider-Man, à l'époque où celui-ci portait encore le fameux costume noir. Todd McFarlane a même raconté une petite anecdote à ce sujet. Lorsqu'il fut convoqué dans les bureaux de Marvel pour qu'on lui demande de passer de Hulk à Spider-Man, il fit rapidement comprendre aux dirigeants qu'il voulait bien reprendre l'illustration de l'homme araignée, mais qu'il n'avait aucune affection pour le costume noir, et qu'il voulait vite le revoir en rouge et bleu. Ces derniers lui ont alors garanti qu'il allait bientôt pouvoir se débarrasser du vêtement monochrome. Il décida alors de dessiner dans son coin un nouveau personnage portant le costume, et le présenta à David Michelinie, le scénariste d'Amazing Spider-Man. C'était, vous l'avez sûrement deviné, le premier croquis de Venom. L'auteur lui conseilla alors de rejoindre rapidement l'équipe et d'être patient. Après un premier, puis un second et même un troisième numéro illustré, Todd perdit patience et proposa deux couvertures possibles pour le numéro 300. Une avec un Peter Parker vêtu de noir et l'autre vêtu de rouge et bleu. La cover la plus sombre sera gardée, mais la seconde sera cependant réutilisée pour le numéro 301. Todd pouvait enfin réaliser son rêve de gosse, dessiner le véritable Spider-Man en bleu et rouge. McFarlane sera d'ailleurs pour beaucoup celui qui a révolutionné le visuel du personnage, en y apportant quelques éléments graphiques reconnaissables, tels que les gros yeux, des fameuses poses acrobatiques abracadabrantes et des toiles d'araignée façon spaghetti. Avec des milliers de ventes de son Spider-Man, et après une réelle reconnaissance de la part des fans, il décida de quitter Marvel suite aux problèmes de droits de créateurs. Avec quelques collègues, tels que Jim Lee, Rob Liefeld ou encore Eric Larsen, il fonde la maison d'édition Image Comics, afin que les créateurs gardent les droits de leur création. C'est donc chez Image qu'il va présenter un personnage qu'il a inventé alors qu'il n'avait encore que 16 ans, le fameux Spawn. Il va ainsi reprendre pas mal d'éléments qu'il avait conçus pour les hommes araignées, tels que de grands contours blancs autour des yeux, rappelant ceux de Spider-Man ou plus particulièrement de Venom. Les chaînes rappellent évidemment les toiles spaghetti, mais Spawn prendra aussi régulièrement des poses très acrobatiques et charismatiques, dignes d'un Spidey. Il reprendra même la fameuse couverture de Spider-Man 300 et 301 pour son Spawn numéro 227. En 1992, le premier numéro de son héros va se vendre à plus d'1,7 million d'exemplaires, et devient alors l'un des comics indépendants les plus vendus au monde. La série sera toujours dans le top des ventes à côté de Spider-Man ou Venom, et le numéro 10 de Spawn sera même le comics le plus vendu de son époque, volant la vedette et le podium aux hommes araignées. Après un tel succès, vous imaginez bien que pas mal d'artistes vont vouloir travailler sur Spawn, et notamment de grands noms de l'industrie, tels que Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, ou bien encore Frank Miller, qui sera d'ailleurs le scénariste du crossover Spawn Batman en 1994. Avant de commencer à vous conter l'histoire de cette terrible rencontre entre le protecteur de Gotham et la créature de l'enfer, je dois avouer n'avoir jamais vraiment lu de Frank Miller, à part Batman Year One, ou alors je n'ai tout simplement aucun souvenir des autres.
Je n'ai lu aucun de ces récits Daredevil, Elektra ou Wolverine, mais ça vous vous en doutez étant donné que je ne lis pas de Marvel, mais je n'ai pas non plus lu son fameux The Dark Knight Returns, pas plus que 300 et encore moins Ronin, ni même Sin City. Mais pour celui-là, je vais rapidement rattraper mon retard avec la nouvelle édition française de chez Huggin et Menin, qui arrive très bientôt. Vu que j'avais bien aimé le film, pourquoi pas. Et si ça me plaît, je ferai sûrement la même chose avec leur nouvelle édition de 300, en version standard, parce que la version originale, en format italien, c'est l'enfer à ranger dans la bibliothèque. Et petit aparté tout de même concernant son histoire de Batman vieillissant, je vous rassure tout de même, j'ai cependant vu son adaptation en film d'animation de 2013, mais il est vrai qu'il faudrait que je fasse un effort de lire le comics, même si vous allez le voir, après la lecture de son Spawn Batman, je suis pas des plus motivés. Mais attaquons-nous maintenant à la rencontre la plus dark des années 90. Alors qu'il enquête sur un trafic d'armement high-tech, le Chevalier Noir tombe nez à nez avec un énorme robot, juste après avoir découvert une arme sous forme de gants robotiques. Et déjà là, le Chevalier Noir fait preuve de peu de lucidité. Batman découvre qu'il y a en vérité un homme sous l'armure, et que ce dernier est innocent, et qu'il est totalement contrôlé par la machine. Le Dark Knight annonce lui-même qu'il doit, je cite, « l'arrêter et le désactiver sans le tuer ». Cependant, il n'hésite pas une seule seconde pour lui arracher la tête en dehors du mécanisme dans lequel il était retenu, ce qui évidemment tue immédiatement le pauvre homme. Aussitôt le combat terminé, il retourne dans la Batcave afin d'analyser la tête, et c'est alors dans sa plus belle pose de penseur de Rodin qu'il fait preuve d'une agressivité injustifiée auprès d'Alfred. S'il est fréquent que Batman ne daigne pas répondre à Alfred, alors qu'il est trop occupé à organiser ses plans de lutte contre le mal, ici il aurait mieux fait de continuer à l'ignorer. Alors que son majordome lui propose une tisane et lui indique que celle-ci pourrait lui servir à mieux dormir et à éviter de faire des cauchemars, il s'agace et exclame fortement qu'il ne fait pas de cauchemars, mais qu'il en donne. Tout ça agrémenté d'un regard menaçant. Après avoir découvert que la marchandise provenait de New York, il décolle aussitôt à Big Apple et découvre par des échanges de SDF qu'un homme magique, nommé Hal, erre en ville. Il se met alors à le chercher et tombe rapidement sur lui, lorsqu'il aperçoit ce dernier incinérer 2 criminels sur le point de brûler un pauvre sans-abri. Alors que le Chevalier Noir a lui-même tué un pauvre innocent lors de son dernier combat, il n'accepte pas le double meurtre de Malfrat par Spawn, et se jette comme un fou dans le dos de son adversaire avec pour objectif, je cite encore, de s'élancer de bien haut en visant les reins avec les genoux pour l'envoyer 6 mois à l'hôpital. Après pas mal d'échanges de coups de poing, de pieds, de projections dans les murs et suite à un petit jet de gaz soporifique dans la tronche de Spawn, ce dernier décide d'y aller un peu plus fort pour calmer le héros. Batman, ayant pris une sale raclée, se sauve pour reprendre un peu de santé, ainsi que pour préparer un plan afin de revenir affronter son adversaire. De son côté, Spawn décide alors d'enquêter pour découvrir qui s'attaque à ses amis les sans-abri pour en faire des armes de guerre. Il découvre rapidement que c'est le Dr Love, fondatrice d'une association d'aide humanitaire qui dissimule en vérité son plan diabolique de guérir le monde en renversant l'État. Oui, je suis désolé, c'est une histoire de crossover des années 90, donc il y avait de fortes chances pour que ça ne vole pas haut, même s'il s'agit du grand Frank Miller. Et alors que Spawn se met à la poursuite de Margaret Love pour la stopper, Batman est trompé par cette dernière qui réussit à lui faire croire que c'est en vérité Spawn le vilain, et elle, la grande gentille de l'histoire. Et si vous pensez que Batman ne peut pas être plus crétin, attendez de voir la suite. Armé du gant robotique qu'il avait obtenu au début de l'histoire, Batman retrouve le démon et l'attaque une nouvelle fois par surprise. Et même s'il réussit cette fois-ci à amocher un peu Spawn, qui était encore sous l'effet du gaz, ce dernier lui file de nouveau une bonne raclée. Car si Hal tente par tous les moyens de lui expliquer qu'il s'est fait rouler et que le Doc est la véritable ennemie et qu'ils sont du même côté, Bruce Wayne ne l'écoute pas une seule seconde et passe son temps à l'insulter de voyou, de bon à rien et le menace non-stop de le casser en deux. Mais alors que les deux gaillards décident de faire une pause pour souffler un peu après ce rude combat, Batman est attaqué par surprise par un nouveau robot qui le brise littéralement. Spawn se sert alors de sa magie pour stopper la machine et continue d'utiliser ses capacités pour soigner le Dark Knight, ainsi que pour échanger leurs souvenirs afin de lui faire voir la vérité en face. Ce dernier ne le remercie pas et au contraire lui demande de la fermer et de le suivre pour agir contre leur adversaire commun. Chic type quoi. Mais alors qu'habituellement Batman aurait préparé un plan, ici pas question de réfléchir. Il décide simplement de foncer dans le tas, d'agir et de réfléchir ensuite. Spawn décide alors de rentrer de nouveau dans la tête du Chevalier Noir pour cette fois-ci être capable de communiquer par télépathie afin de pouvoir coordonner leurs efforts. Son collègue ne le prend pas très bien et lui annonce qu'il n'a pas besoin de son cerveau mais simplement de ses bras et qu'il est bien plus intelligent que lui. Et que ce dernier est peut-être même plus bête encore que Clark Kent. Oui, Superman aussi en prend pour son grade sans aucune raison. Un chic type, je vous l'ai dit.
Une fois face au docteur et sa menace d'armes nucléaires, évidemment, le mort-vivant, ne pouvant pas compter sur son duo, décide de prendre les choses en main et de la tuer sans passer par 4 chemins. Le Caped Crusader, une fois de plus, est outré par cette violence et décide de porter secours à la dame. Cependant, alors qu'il arrive devant le corps agonisant de cette dernière, il découvre qu'elle vient tout juste d'appuyer sur un petit bouton. Étant incapable de stopper la catastrophe, devinez ce que fait cette espèce d'ingrat. Oui, il demande de l'aide à Spawn. Enfin, il demande, il l'exige. L'homme à la cape rouge réussit alors à se téléporter avec Bruce sur son dos, qui désactive finalement la bombe. Ça y est, New York et tous ses habitants sont sauvés. Mais n'allez pas croire que nos deux compères soient maintenant copains-copains. Non, ce serait trop demander au Batman de cette histoire. Alors que Hal lui propose d'enterrer la hache de guerre, le Dark Knight refuse catégoriquement, lui indique qu'il reviendra plus fort pour lui péter la tronche et décide de lui envoyer son plus gros batarang en pleine gueule avant de se barrer. Fin. Quand je vous disais qu'il était stupide, ce n'était pas pour rien. J'avais déjà entendu parler du fait que le Batman de Miller soit extrêmement violent et sans pitié, mais j'imagine que dans le contexte de The Dark Knight Returns, ça passe vraiment mieux qu'ici. Là, c'est vraiment injustifié et très étonnant. De plus, c'est vraiment un récit de crossover ultra basique, en mode buddy movie, avec deux héros qui se rencontrent, s'affrontent sur un malentendu, puis décident de faire équipe pour lutter contre un grand vilain qui souhaite détruire le monde. Du coup, on se demande bien pourquoi Miller a voulu faire de Bruce une brute sans cervelle qui réfléchit d'abord avec ses poings. Ça ne représente pas vraiment mon Batman qui fait face à un Spawn pourtant très bienveillant et miséricordieux envers notre chauve-souris préférée. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir le tout nouveau crossover Spawn et Batman publié en 2022 aux États-Unis et qui arrive en français en novembre chez Urban Comics. D'ailleurs, si vous êtes assez nombreux à vouloir que je vous parle de ce comics lorsqu'il sera publié évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec des likes, des partages et des commentaires qui sont très importants pour la visibilité de la vidéo, mais qui manquent cruellement sur la chaîne depuis quelques temps. Beaucoup regardent les vidéos, mais très peu ont quelque chose à écrire dans les commentaires. Alors qu'en plus d'aider pour le référencement, ça me fait véritablement plaisir d'avoir vos retours, de savoir si le montage ou l'écriture vous ont plu, d'échanger avec vous au sujet d'un comics, ou de savoir quel futur sujet vous intéresse, etc. Si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous pouvez aussi me rejoindre sur Tipeee, et même pour 1 euro, ce serait vraiment essentiel pour que la chaîne perdure en ces temps difficiles. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.